bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Nous allons passer cette émission avec Marion Maréchal. Elle a été la plus jeune députée de l'histoire de France. Elle avait 24 ans, elle en a maintenant 31. Retirée de la politique active, elle dirige l'ICEP, une école privée de sciences politiques à Lyon, et le centre d'analyse et de prospective qui lui est désormais attaché. Bonjour Marion Maréchal, merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de politique, mais pas de politique politicienne. On ne va pas parler de l'actualité, ni des prochaines élections. C'est ce que vous pensez qui m'intéresse et pourquoi vous le pensez. Mais d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes entré en politique ? Rien ne vous y obligeait. Dans une génération de Le Pen, il y a du monde. Tout le monde ne fait pas de la politique, même la plupart n'en font pas. Pourquoi vous ? Alors déjà, je tiens à vous remercier, parce que ça me fait très plaisir de ne pas parler du Covid. Donc voilà, sachez-le, déjà, c'est mon... je suis ravie d'être à cette émission et de ne pas parler du Covid. Voilà, donc ça me change. Deuxièmement, alors oui, vous avez raison, en effet, nous sommes 9 petits-enfants côté maternel et la plupart d'entre eux ne font pas de politique, ne sont pas engagés et ou ne sont pas militants du tout, voire n'ont pas les mêmes idées politiques. Donc comme quoi, on reste une famille très libre de ce point de vue-là. C'est vrai que moi, j'ai été engagée jeune à l'époque au Front National, dès mes 17 ans. Et puis j'ai transformé cet engagement militant en engagement électoral. Je dois vous l'avouer, d'ailleurs l'histoire est connue, donc je vais vous la répéter aujourd'hui, mais un peu forcé, c'est pas le terme, mais en tout cas on m'a mis le pied à l'étrier sans que je ne le réclame, puisqu'à l'époque j'avais commencé, c'est vrai, une première expérience aux élections régionales, à l'époque 2 ans avant les législatives. Bon, sur une liste en tant que non éligible, voulant faire partie d'une équipe, mais dans l'anonymat, si je puis dire. Alors c'était un échec, hein, je dois vous l'avouer, parce que ça n'est pas passé inaperçu. Et j'ai été tout de suite projetée sur les plateaux sans nécessairement m'y attendre. Et puis c'est vrai que 2 ans après, mon grand-père, donc Jean-Marie Le Pen, est venu me voir et m'a dit « Marion, je sais pas, ça l'a pris comme une espèce de lubie, c'était assez surprenant. Il faut que tu ailles laver l'honneur du nom Le Pen à Carpentras. » Donc sali par cette affaire sordide de Carpentras, pour ceux qui s'en souviennent, donc dans les années 90. Et donc il m'a donné cette mission. C'était avant l'été 1990, si je me souviens bien, et c'était un cimetière avait été profané, et un cimetière juif, et on avait accusé à l'époque l'extrême droite. Voilà, d'ailleurs, donc, en particulier le Front National, à tort d'ailleurs, et le monsieur dont le corps avait d'ailleurs été profané de manière atroce, était un adhérent et un militant du Front National d'ailleurs à l'époque, ce qui avait été passé sous silence. Enfin bref, l'histoire était sordide et elle a très largement contribué d'ailleurs à la diabolisation du mouvement. Et à partir de là, donc Jean-Marie Le Pen en effet m'a donné pour mission, si je puis dire, d'aller quelques décennies après laver ce nom et l'honneur de ce nom dans ces terres de Carpentras avec lesquelles je n'ai pas d'attache familiale, il faut bien le dire. Et c'est vrai que j'ai d'abord dit non, et croyez-moi, ce n'est pas très facile de dire non à Jean-Marie Le Pen. Et j'ai même osé lui dire non plusieurs fois, ce qui, je crois, relève d'un courage quand même à relever. Mais au final, c'est vrai qu'il avait eu ces paroles, qui ont résonné dans mon esprit de militante et de personne engagée. Il m'avait écrit une longue lettre en me disant, mais même si toi, Marion, qui a des convictions, qui est engagée, qui est militante, tu ne montres pas l'exemple, d'une certaine manière, à la jeunesse de France, en allant au bout de tes convictions, en ayant le courage de te présenter aux élections, ça veut dire que tu n'es pas une vraie Le Pen. Bon. Autant vous dire qu'il avait tapé juste. Et je pars donc à ces élections. Alors, il est vrai, avec un copain en directeur de campagne, enfin de manière très très simple, si je puis dire. Et je découvre la politique comme cela. Et en l'occurrence, personne n'imaginait que je puisse être élu. Alors, il faut bien le dire, ça paraissait inimaginable à l'époque. Et bon, un concours de circonstances font que je suis élue, grâce, entre autres choses, au maintien à l'époque de la candidate de gauche. Et j'arrive donc à 22 ans à l'Assemblée nationale. Et donc c'est, vous allez dire, une histoire un peu atypique. Je ne pense pas que par moi-même, spontanément, je me serais lancée à 22 ans dans une élection législative. Ça me paraissait tout à fait inatteignable et déraisonnable à l'époque. Mais alors, quand 5 ans plus tard, vous avez renoncé à tous vos mandats, moi, je me suis dit, elle a envie de réfléchir. Au fond, quand on fait de la politique, quand on est à l'Assemblée nationale, peut-être qu'on n'a pas le temps de réfléchir, et particulièrement quand on est jeune, ça vous manque. Alors, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai été élue très jeune. J'ai passé mes examens de droit alors même que j'avais été élue députée, donc j'étais étudiante encore au moment où j'ai été élue. Et donc, c'est vrai que je n'avais pas eu d'expérience professionnelle.
Et j'avais toujours espéré et voulu travailler dans le monde de l'entreprise et notamment créer moi-même une entreprise et me lancer dans cet univers de l'entrepreneuriat. Ça me manquait. Par ailleurs, je souffrais, enfin, je craignais à terme de craindre je craignais à terme, de manquer d'une forme de légitimité, peut-être en gravissant les échelons petit à petit politiques, précisément parce que je n'avais pas eu cette expérience dans le privé, donc ça m'apparaissait de toute façon important. Et puis bon, moi j'ai grandi quand même dans un univers très politique. Je sais que voilà, il est compliqué de sortir de la politique, que plus on y reste et plus il est compliqué justement d'en faire le deuil. Et je me suis dit voilà, Marion, si tu ne pars pas maintenant, tu ne partiras jamais. Donc profites-en, lance-toi. Et c'est comme ça que j'ai décidé de quitter mon mandat, afin de ne pas me représenter aux élections législatives et de démissionner de mon mandat de mon conseiller régional afin de pouvoir mener pleinement cette vie-là. Les opinions politiques, on en est très fiers. En général, on parle les politiques en particulier disent mes valeurs, mon opinion, etc. Mais enfin, c'est souvent les opinions de sa famille, de son milieu, de ses parents, de son époque aussi. Ça joue beaucoup dans la manière qu'on a de se forger des opinions politiques. Dans votre cas, vous avez été conditionné depuis l'enfance, puisque vous êtes d'une famille de politiques. Alors conditionné, je dirais pas ça, parce que comme je vous l'ai dit au début de cette émission, on est 9 petits-enfants et manifestement tous n'ont pas fait le choix qui a été le mien et tous n'ont pas d'ailleurs les mêmes opinions. Donc on n'a jamais eu, nous, de contraintes, quelles qu'elles soient, d'aller dans le mouvement, d'aller à telle manifestation, de penser comme ci ou comme cela. On était une famille très passionnée, il y avait beaucoup de débats à la maison, mais tous ne portaient pas exactement les mêmes idées. Et en l'occurrence, je pense que vous avez raison, qu'on est tous l'objet de son héritage et qu'il y a toujours une forme de transmission dans les familles, transmission même des passions. Je dirais, c'est presque l'histoire du monde, et ça ne vient pas que de la politique. On voit ça dans les familles de médecins, on voit ça même dans les familles de journalistes, dans les familles de juristes. Donc, ça m'apparaît pas tout à fait anormal. Après, c'est vrai qu'on s'approprie cet héritage. On le dépasse, on le nuance, on le façonne en fonction de ses expériences, que je pense aussi avoir fait à mon humble mesure, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'on ne construit pas à partir du néant. C'est totalement utopique que d'imaginer cela. Moi, je suis aussi, pas seulement, j'espère en tout cas, mais je suis aussi le produit, en effet, de cet héritage politique et familial. Et j'en suis fière aussi, d'une certaine manière. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plus à droite que Jean-Marie Le Pen, qui lui-même est plus à droite que Marine Le Pen, parce qu'elle a ajouté beaucoup d'idées de gauche Alors, est-ce que vous avez ce sentiment aussi ? Est-ce que je me trompe ? Est-ce que ça va falloir m'expliciter ce que vous voulez dire par plus à droite que Jean-Marie Le Pen ? Jean-Marie Le Pen était plus libéral que vous, plus réganien, si vous voulez. Marine Le Pen, elle, est sur les mœurs, sur l'économie, est plus à gauche que son père. Oui, je sais pas. Alors, je me demande s'il n'y a pas parfois des caricatures ou des raccourcis qui sont faits. J'ai pas le sentiment d'avoir renié, pour le coup, la vision régalienne qui a pu être portée par Jean-Marie Le Pen pendant longtemps. Pardonnez-moi, j'ai dit réganien, du sens Ronald Reagan. Pas régalien avec un L. Ah, pardon, réganien, j'ai compris régalien, excusez-moi. Non, comme on est à distance, le micro me joue des tours. Oui, donc c'est quoi, par rapport à l'économie, vous voulez dire, dans ce cas-là ? Il a eu sa période où il voulait supprimer l'impôt sur le revenu. C'était très important, d'ailleurs, à cette époque-là, dans le programme du Front National. Il y avait une vraie carte très libérale économiquement. Oui, il y a eu en effet une époque très très libérale, qui a d'ailleurs succédé à une époque où il a été engagé auprès de Pierre Poujade, qui en effet était l'ardent défenseur des commerçants, des artisans, des TPE face à la spoliation de l'État. Donc c'est vrai que ça a été une période importante. Je pense que ça a été une période d'ailleurs, en tout cas un phénomène assez généralisé à droite, qui pour moi était une forme de réaction, si je puis dire, à l'anticommunisme. Qui évidemment animait, qui était le moteur d'une grande partie de cette droite française. Et d'une certaine manière, ils sont devenus un peu la caricature inversée de ce qu'ils ont pu critiquer. Et donc contre cette vision socialiste de l'économie, très étatiste, il y a eu une forme de réponse à l'inverse qui a consisté à vouloir faire la défense d'un libéralisme parfois un peu effréné. Même, alors c'est pas le cas de Jean-Marie Le Pen, je pense, en ce qui le concerne, parce que lui a toujours défendu quand même l'État stratège, l'État régalien. Mais pour une certaine droite, en tout cas, la défense même d'une forme de néolibéralisme. Donc, c'est-à-dire la course à la privatisation
notamment des services publics, à la réduction de l'État régalien à la portion congrue, à la défense du libre-échange généralisé, donc la fin d'une politique économique protectionniste. Bon, je pense que ça tient à une époque. On a vécu et on a souffert, si on peut dire, des excès de cette vision néolibérale. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, moi je suis aussi le produit d'une époque et j'arrive à un moment, ou en tout cas je me suis engagée à un moment donné, où les leçons des excès de ce néolibéralisme ont aussi été tirées. Et donc, cette espèce de vision qui consistait à penser que le privé allait forcément mieux manager ou mieux gérer que le public en toutes circonstances, que la privatisation était forcément la solution, que le libre-échange allait forcément conduire à la prospérité. Je pense que j'en suis moi-même revenue et je suis plutôt dans une phase critique de cette vision néolibérale. Et donc je considère qu'il y a des moments où le protectionnisme, selon les pays, selon les secteurs, peut être la bonne réponse, de la même manière que le libre-échange, selon les secteurs et selon les pays auxquels il s'applique, peut parfois être la bonne réponse. Mais en tout cas, il n'y a pas, en tout cas, je ne pense pas m'inscrire dans un dogmatisme idéologique qui consisterait à vouloir appliquer de manière un peu mécanique telle ou telle pratique, comme ont pu le faire parfois les grandes idéologies du XXe siècle. Vouloir le faire, les grandes idéologies du XXe siècle, en tout cas. Vous n'y croyez plus aux grandes idéologies? Parce qu'on a beaucoup dit c'est la fin des idéologies. Moi, j'ai l'impression qu'on vit une époque qui est plus idéologique que jamais. Bah, en tout cas, ces grandes idéologies-là, celles du XXe, je pense en grande partie, sont mortes, ou en tout cas, elles sont en état de mutation avancée. Je le vois notamment dans la jeunesse. Il n'y a plus... oui, malgré tout, il y a plus ces grandes références idéologiques qui donnaient quand même un cadre, un imaginaire, des auteurs, des réflexions. Enfin, je veux dire, la seule idéologie qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans la jeunesse, c'est une espèce d'idéologie un peu liquide qui consiste à vouloir sauver la planète sans trop vouloir comprendre d'ailleurs ce que ça signifie, qui d'ailleurs relève moins de la science politique presque que de la morale parfois, hein, alors même que c'est un sujet qui devrait être éminemment scientifique et technique. Mais à part cette idéologie-là, je ne vois plus dans la jeunesse de France des grands cadres structurants avec des grandes références intellectuelles qui pourraient leur mettre le pied à l'étrier d'une certaine construction ou en tout cas d'un certain engagement politique. Mais ce qui est vrai, là où je vous rejoins... Pardon. Non, je vous en prie. Oui, là où je vous rejoins, c'est qu'en revanche, il y a... en effet, d'autres formes d'idéologie qui arrivent dans le débat public et qui sont d'ailleurs des idéologies très très sectaires, très militantes. J'ai presque envie de vous dire très inquiétantes. Je pense notamment à toutes ces idéologies qui viennent le plus souvent de la gauche, qui sont issues et transposées des campus américains vers les universités françaises, ce qu'on appelle communément, ce qu'appelle en tout cas le ministre de l'enseignement supérieur, l'islamo-gauchisme, ou en tout cas toutes ces idéologies qui relèvent de l'indigénisme, du décolonialisme, du racialisme d'une certaine manière, et qui aujourd'hui en effet sont en train d'offrir un nouveau logiciel, si je puis dire, à cette gauche. Ce sont les enfants monstrueux de SOS Racisme, pour moi, d'une certaine manière, des enfants qui leur ont échappé et qui sont en train de tuer le père, c'est-à-dire en train de tuer ce qu'il peut rester de la gauche républicaine et universaliste. J'arrêterai là après les comparaisons avec votre famille, c'est la dernière, je vous promets. Mais j'ai l'impression que Marine Le Pen a plus d'ambition politique que n'en avait Jean-Marie Le Pen, qui, à mon avis, n'a jamais été au pouvoir et n'a jamais eu véritablement l'envie d'y être. Je pense que Marine Le Pen, elle, a vraiment une vocation à vouloir conquérir le pouvoir. Et j'ai l'impression que vous, alors que vous avez encore moins d'ambition peut-être que Jean-Marie Le Pen, puisqu'au bout de 5 ans, vous vous êtes retiré. Alors, on va voir pourquoi et dans quel but. Mais voilà, je pense que lui ne l'aurait jamais fait. Il aurait été trop content de rester. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu, que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas le pouvoir, qu'il a tout fait pour ne pas avoir le pouvoir. Sincèrement, je ne sais pas. Moi, dans le cadre des conversations privées qu'on a pu avoir sur le sujet, il m'a jamais dit cela, il me l'a jamais confirmé, il ne me l'a jamais confié, en tout cas. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il se soit organisé pour ne pas avoir le pouvoir. Je n'ai pas la réponse à ça. Je pense malgré tout, en tout cas pour ceux qui ont connu le Front National des années 80, des années 90, que c'était quand même une machine extrêmement bien organisée, avec quand même des compétences
notable. Le groupe parlementaire de 86 qui arrive à l'Assemblée par le biais de la proportionnelle est un groupe qui est quand même reconnu pour ses qualités et ses compétences. Donc j'ai pas le sentiment, en tout cas, qu'il se soit pas donné les moyens dans son entourage d'avoir des gens aptes à pouvoir exercer le pouvoir. Bon. Après, l'histoire en a voulu autrement. Donc ça, je veux dire, quel est le niveau d'ambition des Le Pen selon les générations? Je vais avoir du mal à vous donner une jauge parce que les parcours sont très différents. Pour un homme qui n'avait pas d'ambition, qui est parti de rien, qui a construit un parti en commençant à 0,75% et qui a construit une carrière sur 40 ans, je trouve que quand même, il a fait en tout cas la démonstration de sa pugnacité. S'il n'y croyait pas du tout, ce serait un peu surprenant. Bon. Après, ce qui concerne Marine Le Pen, je pense que là, pour le coup, on peut pas lui enlever le fait de se donner les moyens ou en tout cas d'essayer d'arriver aux affaires, ça c'est tout à fait manifeste. Et en ce qui me concerne, alors peut-être pouvez-vous mettre ça derrière un manque d'ambition, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'avais envie et besoin de toucher à autre chose. Et puis tout simplement aussi parce que j'ai goûté pendant 5 ans, vous me direz c'est à la fois long et court, vous avez raison, mais j'ai goûté pendant 5 ans la solitude du député d'opposition non inscrit. Mais malgré la très bonne compagnie de Gilbert Collard, et c'est vrai que j'avais parfois un sentiment d'inutilité, c'est un peu fort parce qu'on représente quand même 20% des Français et que heureusement que l'opposition est là. Mais en tout cas, je voyais bien que dans mon travail parlementaire, je ne pouvais pas influer sur ce travail parlementaire, que mes amendements étaient rejetés de toute façon par principe, quels que soient les arguments que je puisse déployer. Et donc c'est vrai qu'au bout de 5 ans, j'ai quand même eu la conviction que la politique, c'était aussi le combat culturel, que ça ne se faisait pas que par le haut, mais que ça se faisait aussi par le bas, par la société de manière très concrète, et que la droite, au sens large d'ailleurs, souffrait malheureusement de ce manque d'organisation, de réseau, d'engagement d'ordre culturel dans la société. Et c'est pourquoi j'ai voulu aussi, d'une certaine manière, poursuivre cette forme d'engagement politique d'une autre manière, plus par la voie électorale, mais par l'engagement éducatif qui est le mien aujourd'hui. Alors c'est pas de la politique au sens partisan du terme, ou c'est de la politique au sens service à la cité, en essayant de répondre à un besoin qui est celui aujourd'hui d'une formation adéquate de nos futures élites françaises à travers l'ICEP. J'ai l'impression que vous êtes passé de la politique à la métapolitique. Oui, c'est cela. Alors, appelez ça métapolitique, appelez ça combat culturel. Là aussi, je suis peut-être aussi le produit de mon époque. C'est vrai que pendant très longtemps, le combat culturel a été, et d'ailleurs on le voit bien, à travers les différents secteurs qui sont d'une certaine manière les leviers de pensée dans la société, médias, culture, éducation. La gauche a pendant très très longtemps été totalement hégémonique, il faut bien le dire. Elle reste encore aujourd'hui très largement dominante, bien qu'elle souffre l'arrivée de quelques voix discordantes aujourd'hui. Qu'elle vit d'ailleurs très mal, mais il est certain que le modèle de Gramsci, qui a été cette grande figure du Parti communiste italien, qui a conceptualisé, qui a cette nécessité du combat culturel qui devait précéder la victoire politique, était plutôt, c'est vrai, l'apanage de la gauche. Je pense qu'il y a eu là-dessus un chemin qui a été fait y compris par la jeunesse de droite, peut-être d'ailleurs au travers de l'engagement de la Manif pour tous. J'ai vu cette génération aller dans la rue, découvrir la nécessité de cet engagement et presque arriver trop tard d'une certaine manière sur ce combat, puisque malgré le million de personnes dans la rue, malgré l'effervescence, l'émulation, les réseaux qui ont pu se créer, les jeunes qui ont été formés, ce combat a été au final perdu. Et donc, on a vu là toute une génération émerger et aller ensuite s'engager dans l'associatif, dans les médias, et prendre conscience que le combat, il se menait aussi en amont et dans la société et dans les esprits et par l'éducation aussi, et pas seulement en aval par les institutions. Donc, je suis aussi le produit de cela, je pense, et d'où la continuité que je vois, ou en tout cas, il y a l'absence de rupture qu'il y a, si je puis dire, entre mon passage à l'Assemblée et aujourd'hui ce que je peux faire par le biais éducatif, toujours une fois de plus, sans être dans une vision dogmatique ou partisane, puisque moi, mes étudiants, je suis pas là pour leur apprendre ce qu'ils doivent penser, mais en tout cas comme une réponse au phénomène aujourd'hui à la fois d'effondrement du niveau dans un certain nombre d'écoles françaises, et en parallèle comme réponse de liberté, si je puis dire, de pluralisme, au phénomène dont on vient de parler à l'instant, qui est celui de l'arrivée massive, militante, sectaire, d'idéologie dans les universités, dans un certain nombre d'écoles, de grandes écoles françaises, et qui aujourd'hui ne tolèrent plus le débat, la contradiction et la liberté d'expression.
dont beaucoup d'enseignants sont même eux-mêmes les victimes, sans parler des étudiants, avec souvent, il faut bien le dire, la complicité ou en tout cas la lâcheté des directions d'établissements qui sont totalement à la merci de la pression de ces activistes d'extrême gauche. C'est quoi être de droite pour vous? Quelle est votre droite à vous? Vaste sujet. Là, on pourrait dire, c'est compliqué, mais j'ai l'impression que la gauche est plus identifiée. La gauche, on pourrait dire, c'est le progrès, c'est l'émancipation. Ce serait ça le principal. Et ce qui resterait encore des valeurs de gauche, encore aujourd'hui en 2021. Mais la droite, c'est souvent plus confus. Pour vous, j'ai l'impression que vous le savez, vous. Oui, je pense que vous avez raison. En tout cas, je dirais pas confus, je dirais plus diffus peut-être, parce que c'est vrai que la gauche, c'est principalement défini à travers des penseurs politiques très structurés, très construits, très identifiés. Je pense que la droite, c'est un peu plus large que ça. Déjà, je verrais ça comme une forme d'attitude au monde, de posture face au monde, dans la transmission, dans l'héritage, dans le goût de la tradition. Je pense que la droite, c'est aussi une forme d'imaginaire, de références qui sont d'ailleurs souvent des références plutôt littéraires et romantiques que vraiment politiques. Bon, évidemment, il y a des politiques comme Tocqueville, mais on peut penser à des Balzac, à des Chateaubriand, qui sont quand même un peu au cœur de cet imaginaire de la droite. Je pense qu'il y a aussi malgré tout des principes politiques, il y a des permanences, même si la droite et la gauche, il faut bien le dire, selon les époques, ont pu évoluer dans les mesures qu'ils ont pu proposer. Il y a malgré tout des permanences, et parmi ces permanences, on pourrait dire le principe de subsidiarité, par exemple. Le principe de subsidiarité qui est censé permettre à l'individu son plein épanouissement en le protégeant d'une part de l'individualisme et d'autre part des excès éventuels des pouvoirs publics. On pourrait dire aussi un certain rapport à la liberté. Je pense que la liberté de la gauche, c'est une liberté de l'individu absolue qui se conçoit même au-dessus de la communauté. Je pense que la liberté pensée par la droite, c'est la liberté de la personne qui pourrait trouver comme limite le bien commun de la communauté. Et donc, oui, à la liberté, mais la liberté qui ne nuit pas, si je peux dire, à la communauté, qu'elle soit provinciale, familiale ou nationale, d'une certaine manière, une liberté qui s'inscrit dans un cadre. Donc, vous avez raison, c'est presque plus, oui, c'est ça, une forme de posture face au monde, je dirais, que véritablement un dogme bien arrêté. On dit beaucoup que la France s'est droitisée. On dit même que l'extrême droite, certains le disent, serait en train de gagner la bataille culturelle, justement. Que cette bataille culturelle dont vous disiez que la gauche l'avait longtemps remportée. Elle était un peu maître du territoire. Est-ce que vous le ressentez, ça, d'abord cette droitisation de la France et éventuellement sur le plan culturel que les forces sont en train de changer? Bon, alors déjà, moi, je vous le dis, je réfute ce terme d'extrême droite parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est un terme qui n'est pas utilisé pour qualifier, c'est un terme qui est utilisé pour disqualifier, en fait. C'est un slogan, c'est une injure, mais ça n'est pas une qualification politique utilisée à bon escient. Parce que je vais pas rentrer là-dessus dans le détail de ce qu'est l'extrême droite, mais parmi les deux grandes définitions, enfin en tout cas critères qu'on peut retrouver dans l'extrême droite, il y a quand même l'autoritarisme et l'antiparlementarisme. En ce qui me concerne, et je pense objectivement en ce qui concerne le Rassemblement national, ce sont deux critères auxquels nous ne répondons pas. Voilà, donc moi je ne me reconnais pas dans cette appellation et dans ce terme d'extrême droite, d'une part. Alors, d'autre part, en ce qui concerne le combat culturel, je ne dirais pas que la droite aujourd'hui, au sens large, a gagné le combat culturel. C'est allé un peu loin. Je crois, et je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, que la gauche reste très largement dominante dans la culture, dans les médias, dans l'éducation. La dernière cérémonie des Césars nous en a fait la démonstration dans le monde du cinéma, je pense. Et en revanche, ce qui est vrai, c'est que il y a une forme de remise en cause, puisque aujourd'hui certaines voix dissonantes commencent à apparaître. Et d'ailleurs, la gauche le vit extrêmement mal parce qu'elle a tellement eu cette habitude de son hégémonie que il est vrai que dès qu'une petite voix commence à apparaître, elle vit ça comme véritablement une remise en question totale de son existence. Mais je crois que surtout
moins qu'une victoire de la droite, c'est surtout l'affaiblissement de la gauche qui se fracasse face au réel. Et je pense que c'est surtout ça. Et on voit bien d'ailleurs, cette cérémonie des Césars, elle est intéressante de ce point de vue-là, parce que on voit bien qu'il y a une déconnexion totale entre une forme de psy-microcosme qui va développer de manière très militante ses lubies en pleurnichant et en étant complètement déconnecté des attentes des Français, du quotidien des Français, ou même de la perception qu'ils peuvent se faire de l'art et du cinéma. Donc c'était assez symptomatique, si je puis dire, de cette déconnexion et de cette disparité entre le réel et les aspirations d'un petit milieu qui est de plus en plus minoritaire. Mais malheureusement... Pardon de vous interrompre, Marion Maréchal. On fait juste une pause. On se retrouve juste après. C'est vous le patron. Comment l'économie chinoise a-t-elle résisté à la pandémie de coronavirus? L'empire du milieu est-il le grand gagnant de cette crise? La Chine est encore l'usine du monde. Vu que ses clients sont en récession, tous les produits chinois ne sont pas vendus. La consommation domestique en Chine, depuis la crise et la relance de 2007-2008, a pris le pas sur les autres facteurs de croissance. Que la Chine soit la première à repartir, c'est une certitude. C'est les premiers à avoir maîtrisé la pandémie. Ils ont préféré mettre le paquet sur l'arrêt du virus et retrouver des conditions normales d'activité économique plutôt que sur des relances monétaires ou de l'endettement de l'État. L'espèce de jeu de pouvoir pour la suprématie mondiale, la Chine a quelques mètres d'avance sur ses poursuivants. Comment vous jugez-vous la situation aujourd'hui après plus d'un an de crise? Le tourisme est probablement l'une des filières qui souffre le plus de la crise sanitaire. Le tourisme et l'événementiel, c'est-à-dire en fait tout ce qui crée des flux de population, tout ce qui crée des rassemblements. Comment vous voyez les possibilités de faire redémarrer tout ça? Le rôle des élus en ce moment, qu'ils soient nationaux ou locaux, c'est de trouver les justes équilibres entre la protection sanitaire et donc la disparition du virus à terme et la vie économique et la vie sociale. On voit bien qu'il n'y a pas que la vie économique qui est touchée, il y a toute la psychologie des gens. C'est trop long, donc il faut ajuster les protocoles sanitaires à une vie économique, culturelle, sportive, événementielle qui puisse renaître. Nous reprenons cette émission avec Marion Maréchal. Je reviens sur la définition que vous avez donnée de l'extrême droite. Vous avez raison, c'est souvent un terme employé pour disqualifier, mais vous dites que ce qui caractérise l'extrême droite, c'est l'antiparlementarisme et l'autoritarisme. Or, ça se répand plutôt pas mal dans la société française d'aujourd'hui d'être antiparlementaire, de penser que la représentation politique est disqualifiée, qu'elle est méprisable, penser qu'il faudrait davantage d'autorité, qu'on manque d'autorité, là aussi c'est assez bien répandu. Et on l'entend même chez nos politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, on sent bien qu'ils peuvent jouer sur ce qu'ils imaginent être la demande d'autorité des Français. Vous le ressentez pas ? Ah mais je ressens comme beaucoup la critique du monde politique, mais je crois que ça n'est pas lié en soi au principe c'est pas une critique de la représentation ou de la représentativité, si vous voulez, c'est une critique du manque, pour le coup, je pense, de représentativité des idées au sein de cette assemblée représentative, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le principe de l'assemblée représentative qui est mis en cause, c'est le manque de représentativité. Autant dire le fait que les gens ont le sentiment que cette assemblée n'est pas justement équilibré entre les différents courants, les différentes idées qui peuvent traverser la population française, et à juste titre, puisqu'il faut quand même le rappeler, l'Assemblée parlementaire française est la seule qui n'est pas en Europe, qui n'est pas élue
au sein de l'Union européenne, comment dire, par le biais proportionnel, à l'exception du Royaume-Uni, qui lui a un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Tous les autres pays de l'Union européenne ont des formes de proportionnel pour pouvoir mettre en place leurs élus et s'assurer qu'il y ait vraiment une réelle représentativité. Donc on voit bien qu'il y a un sentiment de déconnexion finalement entre ces assemblées et l'état réel de l'opinion. Et je pense que cela crée une frustration, cela crée des ressentiments. Et si j'ajoute à cela le fait qu'il y a eu quand même des pratiques politiques pour le moins discutables par le passé, je pense notamment au fait que des Français aient pu par référendum s'opposer à un certain nombre de réformes ou d'adhésion à des traités identiques qui leur ont été imposés par le biais de l'Assemblée parlementaire dans la foulée. Bon, il y a un sentiment, je pense, de trahison, le fait qu'on refuse de recourir plus régulièrement aussi au référendum ou en tout cas au système de démocratie directe sur les grands sujets de société. Tout cela, oui, je pense, participe d'une défiance et du fait que les gens ont le sentiment que les élus ne les représentent plus, ne représentent plus leurs intérêts. Je vous demandais tout à l'heure, c'est quoi être de droite pour vous ? Vous m'avez très bien répondu. Mais j'ai l'impression que ce qui vous caractérise, c'est que très souvent, les références de droite, ça remonte... alors dans les générations qui nous précèdent, c'était le gaullisme, c'était l'Algérie française. Ça avait été vraiment une façon de se dire de droite pendant très longtemps. Vous, j'ai l'impression que ça remonte beaucoup plus loin. J'ai l'impression que vous puisez même des choses dans l'Ancien Régime. Est-ce que je me trompe ? Comme quoi je serais fidèle à la tradition de droite, alors en restant dans la chaîne des temps et en ne coupant pas la chaîne des temps. Moi j'aime pas les cases si vous voulez, mais si je devais prendre une référence qui est assez parlante et je pense qui est assez connue pour qualifier la droite, ou en tout cas les droites, c'était celle de René Raymond, et vous prenez ces trois droites, la droite légitimiste, la droite bonapartiste, la droite orléaniste, qui était censée catégoriser finalement les différents courants qui avaient pu même parfois s'opposer à l'intérieur des droites. Je pense ne pas être le produit d'un seul de ces courants, mais être un peu, d'une certaine manière, la synthèse des trois, comme beaucoup de gens de droite. C'est-à-dire que on pourrait retrouver, en effet, dans la droite légitimiste, donc qui était la droite contre-révolutionnaire monarchiste, cet attachement aux provinces, à la tradition, à la verticalité, au catholicisme. Mais on pourrait aussi retrouver dans la droite bonapartiste, d'une certaine manière, l'attachement à la grande France, à l'État fort, au réformisme, oui, même à la démocratie directe, d'une certaine manière, qui s'était manifestée par le plébiscite populaire sous Napoléon, et dans la droite orléaniste, d'une certaine manière aussi, oui, cet attachement à la liberté, à la réforme également, au scientisme, à l'innovation. Donc oui, ça vient de loin d'une certaine manière, puisque moi je considère que la France n'est pas née en 1789. Donc j'essaye, en tout cas par le biais politique, d'être l'héritière de ce qu'il peut y avoir de bon, de juste, de beau dans notre civilisation, qui a été façonnée par le temps, patiemment par le temps et par les générations qui nous ont précédés, et de ne pas tout jeter à la poubelle dans une forme de ressentiment. Comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, malheureusement, on a le sentiment que l'émancipation passe nécessairement, ça c'est souvent d'ailleurs le discours de gauche, on a le sentiment que l'émancipation passe forcément par le fait de faire table rase du passé, et que les héritages passés sont des contraintes, sont des cadres qui nous empêchent de nous accomplir pleinement. Moi je pense pas ça, je pense qu'on construit à partir de quelque chose et qu'on peut le dépasser, le transcender, cet héritage, mais en revanche pour pouvoir construire, encore faut-il déjà hériter de quelque chose. Et d'ailleurs, j'y vois un parallèle avec ce dont on parlait tout à l'heure, sur ces nouvelles idéologies venues de la gauche, indigénistes, décoloniales, racialistes. C'est-à-dire qu'à force de vouloir, au nom de l'émancipation, détruire la nation, la tradition, la civilisation, la religion, eh bien vous vous retrouvez aujourd'hui avec la race, le sexe, ou le genre, ou la couleur de peau. Et pour moi, c'est une régression civilisationnelle incroyable. Parce que de toute façon, l'humain a besoin d'appartenance. Il est biologiquement, si je puis dire, programmé pour ça. Et donc, si vous lui enlevez ces appartenances qui transcendent justement nos origines et nos couleurs de peau, que sont notamment la nation, la religion, la tradition, la culture, eh bien, vous allez vous retrouver avec ces appartenances primaires qui nous enferment dans une forme d'essentialisme, d'une certaine manière, et donc qui est la négation de l'émancipation. Et donc, oui, je pense qu'au contraire, quand on veut défendre
l'émancipation de la personne et qu'on veut défendre la dignité humaine, eh bien on a tout intérêt, au contraire, à valoriser ce qui nous permet de nous dépasser de nos attributs premiers, que sont nos origines ou notre sexe, voilà, pour au contraire adhérer à quelque chose de plus grand. Et ce qu'il y a de plus grand, oui, c'est en ce qui me concerne pour la France, notre nation française, notre histoire française, notre héritage catholique. Vous croyez en Dieu, j'imagine ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous croyez que le Christ a ressuscité ? Parce que pour moi, il y a entre les gens qui croient en Dieu, les catholiques, et il y a deux camps. Il y a ceux qui croient que le Christ a ressuscité, et puis ceux qui n'y croient pas, qui pensent que c'est une légende, c'est une faribole. Vous êtes dans quel camp ? Ah non, mais moi je suis catholique, donc normalement si je suis catholique, je crois que Dieu a ressuscité, en tout cas Jésus, qui est le Fils de Dieu venu sur terre pour nous sauver. Donc là-dessus, oui, en effet, j'ai la foi, et en revanche, j'essaye de faire la distinction. Je pense qu'on peut avoir la foi aujourd'hui tout en étant un fervent défenseur de la laïcité. Je ne fais pas la confusion entre les deux, même si évidemment le fait d'avoir la foi façonne aussi une forme de vision du monde, et puis probablement crée aussi un attachement particulier à l'héritage catholique français qui, je pense, fait partie intégrante de notre identité française. Elle ne l'épuise pas, cette identité, elle ne la qualifie pas à elle seule, mais elle y contribue aussi très largement. Et renoncer à cela, c'est aussi renoncer à une certaine vision du monde, parce que le catholicisme, bon an mal an, qu'on soit croyant d'ailleurs ou athée, a façonné chez nous une certaine vision de l'homme, une certaine vision de sa dignité, a aussi contribué à façonner nos institutions, comme des institutions comme le mariage en sont notamment issues, à façonner notre éducation, à façonner même d'une certaine manière nos territoires, puisque les noms dans nos territoires, de nos paroisses, de nos villages en sont aussi très largement issus. Et donc c'est vrai que ce qui m'effraie dans cette cancel culture, comme on l'appelle maintenant, dans cette volonté de faire table rase et de traîner devant les tribunaux de la morale actuelle tous ceux qui nous ont précédés, en les mettant, en les face aux données actuelles de notre morale, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on remet pas les choses dans leur contexte, mais on les juge à l'aune finalement de notre morale actuelle. Eh bien, je crains qu'en faisant cela, on contribue à détruire ce qu'il reste encore de notre culture commune, de notre matrice culturelle commune. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de nation et donc pas de démocratie qui fonctionne sans qu'il y ait cette matrice culturelle commune qui nous donne quand même des références et une forme de solidarité naturelle, puisque la solidarité, j'aime bien, je trouve cette expression intéressante quand on prend l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Finalement, la fraternité, c'est la seule chose qui ne se décrète pas politiquement. La fraternité, ça se ressent. C'est un sentiment spontané qu'on a à l'égard d'une personne avec laquelle on a le sentiment de partager quelque chose. Et donc, pour que cette fraternité existe, pour qu'on ait envie d'aider son prochain dans la nation, il faut préserver absolument cette matrice commune. Et je pense, en ce qui me concerne, qu'elle passe aussi par cet héritage catholique. C'est pour ça que vous êtes hostile, a priori, je pense, je crois, à la société multiculturelle. Je pense que la société multiculturelle, en fait, c'est le terme poli pour dire la fin de la société occidentale et de la société française. Parce qu'en réalité, dans cette société multiculturelle, c'est l'effacement de la culture française à laquelle on est en train d'assister. Et en effet, je pense que la cohabitation de différentes cultures sur le territoire, malheureusement, aboutit très souvent à des frictions, si ce n'est même des violences, des incompréhensions, et la difficulté, du coup, de se retrouver dans ce cadre national commun. Et donc, ça finit, dans le cadre démocratique, par faire une forme de guerre permanente des minorités, où l'on n'est plus capable de s'accorder sur l'essentiel. Et ce sont finalement les minorités les mieux organisées qui vont réussir le plus souvent, dans le jeu démocratique, à faire la différence par rapport à des majorités qui se sentent de plus en plus exclues et de plus en plus passives. Donc oui, je pense que c'est un modèle qui est un mauvais modèle, qui est dangereux pour la cohésion nationale, et qui en plus, sous forme de tolérance, en tout cas au prétexte de la tolérance,
risque d'aboutir à un modèle auquel moi je ne veux surtout pas arriver, qui est celui d'une forme d'apartheid. Je le vois notamment dans les différentes concessions qui sont régulièrement accordées, notamment auprès de certaines communautés musulmanes, le plus souvent d'ailleurs politisées, qui cherchent à obtenir un certain nombre de concessions au prétexte du respect de leur culture d'origine ou de leur religion. Par exemple, les horaires séparés dans les piscines, ce genre de choses, ou des accès réservés aux femmes à certains moments. Et on voit bien que, au prétexte de tolérance, en acceptant bon an mal an ce type de concession, eh bien, on finit en effet par dessiner une forme de société de l'apartheid où, eh bien, aujourd'hui, ce sont des horaires réservés aux femmes dans les piscines, et puis demain, ce seront littéralement l'interdiction à ces mêmes horaires pour d'autres personnes qui ne sont pas issues de cette religion de pouvoir y accéder. Donc, je pense que c'est en effet un modèle qui est dangereux, qui n'est pas en plus le modèle traditionnel français. Pendant des années, on a vu à l'œuvre ce modèle de l'assimilation fonctionner. Moi, je crois en l'assimilation. Je pense qu'on peut être un Français d'origine étrangère et être pleinement français, pleinement citoyen français. Encore faut-il que l'État l'exige de vous, et encore faut-il, pour s'assimiler non seulement à quelqu'un, c'est-à-dire encore faut-il être en contact avec ce peuple historique qui est le porteur finalement de cette culture, ce qui malheureusement est de moins en moins le cas dans un grand nombre de territoires français, et encore faut-il s'assimiler à quelque chose. Donc encore faut-il que l'État ou le gouvernement et le peuple lui-même assument d'avoir une culture qui soit singulière, une culture spécifique, et d'en déterminer d'une certaine manière, en tout cas très largement, les contours et surtout les points non négociables pour que les personnes qui arrivent sachent à quoi s'en tenir et ne s'enferment pas finalement dans des revendications communautaires. Néanmoins, on peut avoir une autre religion que la religion catholique traditionnelle Évidemment. et ancestrale dans notre pays, on est bien d'accord. Évidemment. Évidemment, non mais bien, tout à fait. D'ailleurs, l'assimilation telle qu'elle s'est opérée n'a jamais obligé les gens à changer de religion ou à se convertir au catholicisme, loin s'en faut. Mais simplement, on réservait la pratique de sa religion aux sphères privées, on n'en faisait pas un outil politique, de propagande politique, et on ne cherchait pas à l'imposer au quotidien à l'ensemble des Français ou dans la sphère publique en général. Et je pense que ça m'apparaît être l'exercice d'équilibre le plus efficace pour conserver l'harmonie dans la société. Et qu'est-ce que vous reprochez à la mondialisation des échanges ? Est-ce que c'est véritablement votre génération, ça ? Vous avez grandi dans un pays, la France, traversé par des influences multiples, et dans un monde où les frontières sont beaucoup moins rigides qu'elles ne l'étaient autrefois. Alors vous avez l'air de le regretter, justement, mais j'aimerais savoir pourquoi. La mondialisation en soi, c'est un état de fait. Enfin, je veux dire ça pour le coup, c'est pas une politique. La mondialisation, le fait que les échelles se soient rétrécies, que les moyens de transport nous aient permis de pouvoir se déplacer plus vite sur des distances plus longues, la multiplication des échanges, les moyens de télécommunication, tout ça, c'est un état de fait. Donc évidemment, il n'est pas question de pouvoir supprimer tout cela, puisque c'est le monde dans lequel on vit. En revanche, ce qui pose une problématique, ce serait plutôt l'idéologie du mondialisme ou de la globalisation. C'est-à-dire que ce qu'on met derrière cela, le plus souvent, c'est en effet l'abolition des frontières, qu'elles soient d'ailleurs des frontières humaines ou des frontières économiques, au prétexte que cette libéralisation totale des échanges entraînerait une forme de prospérité générale dans laquelle l'ensemble des pays se retrouveraient, qui est d'ailleurs souvent le corollaire d'une autre vision qui a été portée pendant très longtemps par l'OMC, qui est celle de la division internationale du travail. C'est-à-dire que d'une certaine manière, chaque pays devait avoir une spécialité économique. En ce qui concerne la France, on aurait pu imaginer le tourisme, les jardins bio, les services et l'économie à très très haute valeur ajoutée, admettons. C'est en tout cas le chemin qui a été pris ces dernières années, et que finalement les pays, dans leur complémentarité, pourraient ainsi échanger et bénéficier chacun des bénéfices de la mondialisation. On a bien vu les limites à l'occasion de cette crise du coronavirus de cette logique, et on voit bien qu'une nation, pour pouvoir être résiliente, c'est-à-dire pour pouvoir encaisser un certain nombre de chocs dans des situations de carence, de manque, de pénurie ou de difficultés, a besoin malgré tout de pouvoir assurer un certain nombre de secteurs stratégiques essentiels, parmi lesquels le secteur industriel, qui a en plus le mérite d'avoir des gains de productivité importants, dont être pourvoyeur de richesses et d'emplois. Et il est vrai que
dans cette stratégie d'abolition totale des frontières, on voit bien qu'il y a de grandes difficultés à pouvoir conserver un appareil industriel dans de bonnes conditions. S'ajoute à cela évidemment des particularités françaises sur le plan de la complexité du droit du travail, de l'instabilité législative, du niveau de taxation et d'impôts qui évidemment contribuent également à nuire à la compétitivité. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une forme de bilan aujourd'hui qui est fait de ce libre-échange et qui aujourd'hui remis très largement en question, auquel s'ajoutent bien sûr les frontières humaines. Et là où on voit bien, je ne sais pas si on aura le temps d'en rentrer dans le détail, mais on voit bien évidemment que ce mythe aussi de l'abolition des frontières est aussi un vecteur malheureusement d'aggravation de la pauvreté en France et de l'insécurité. De la pauvreté parce qu'évidemment l'immigration telle que nous la vivons aujourd'hui est principalement une immigration à bas niveau socio-professionnel et principalement familiale et donc qui malheureusement contribue à augmenter la plupart du temps à la fois le chômage et donc évidemment le poids sur les finances publiques et l'insécurité parce que malheureusement un certain nombre de terroristes islamistes ont utilisé les failles finalement de ce système sans frontières pour pouvoir se glisser et frapper la France et tuer des Français. Sans parler évidemment derrière de l'immigration clandestine qui elle aussi est un pourvoyeur d'insécurité. Les chiffres notamment sur les mineurs isolés, ou en tout cas les 10 mineurs isolés en Île-de-France qui seraient responsables de près de 40% des chiffres de l'insécurité en Île-de-France en est la démonstration. J'aimerais savoir, Marion Maréchal, quelle est la vision que vous avez de la société, en tout cas de la société que vous souhaiteriez. Est-ce qu'elle est hiérarchique ou égalitaire ? Mais je pense que hiérarchique ou égalitaire. Vous me demandez si je veux remettre en place un système de caste ? Non, mais on peut penser on peut dire qu'aujourd'hui on est dans une société déjà hiérarchique. On fait très souvent la différence et l'opposition même entre les élites et le reste du peuple. On peut considérer qu'on est aujourd'hui dans une société déjà hiérarchisée et qu'on voudrait qu'elle le soit davantage ou au contraire qu'on voudrait qu'elle le soit moins. Et à ce moment-là, plus égalitaire. Ah mais moi je le déplore tout à fait, mais le problème c'est que si vous voulez, je pense que l'égalité, elle passe d'abord par l'égalité des chances. C'est ça, on présente ça souvent comme un slogan, mais c'est ça le cœur de l'égalité. L'égalité, c'est pas de chercher à imposer par la force le fait que tout le monde soit à égalité, et le plus souvent d'ailleurs nivelé par le bas, parce que de toute façon c'est utopique. Et la plupart du temps, malheureusement, quand on cherche à créer une égalité artificielle, elle se fait, et on le voit bien le plus souvent, par le bas. Et c'est d'ailleurs souvent le résultat auquel arrive la gauche. Donc je pense que la première des égalités à laquelle il faut parvenir, c'est l'égalité des chances. Ça veut dire le fait aujourd'hui qu'on ne soit pas assigné à résidence sociale. C'est-à-dire que quand on est fils d'ouvrier dans la Creuse, eh bien on puisse avoir la chance un jour, par son travail, par son engagement, d'obtenir peut-être l'accès à des grandes écoles et évidemment de pouvoir progresser sur l'échelle sociale. Or aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que cet ascenseur social, il est brisé. Il est brisé parce que l'éducation nationale, notamment, ne tient plus ses promesses, malheureusement. Il suffit de regarder les classements internationaux dans les différentes matières pour s'en convaincre, ce qui entraînera d'ailleurs probablement le sacrifice de notre école, de grande école de mathématiques d'ici 20 ans, de nos scientifiques, de nos médecins, et qui contribuera probablement d'ailleurs au déclassement de la France si rien n'est fait face à la montée en puissance de pays comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, qui produisent des médecins, des ingénieurs de plus en plus talentueux. Donc ça pour vous dire que l'égalité, elle passe d'abord par ça, et ça, cette promesse pour le coup, qui est une promesse républicaine, mais pas que, est une promesse qui n'est plus tenue. Ça c'est tout à fait certain, et vous avez raison de le dire, nous vivons dans une société fracturée. À mon avis, il y a différentes fractures d'ailleurs qui s'amoncellent les unes sur les autres. Des fractures territoriales, ça a été dit souvent, ça a été théorisé par notamment des sociologues comme Jérôme Fourquet, mais donc la périphérie contre la métropole, les gagnants contre les perdants de la mondialisation, la campagne contre la ville, si je puis dire. Ces clivages existent, mais je pense néanmoins que le rôle du politique, ça n'est pas de les aggraver en faisant de la politique catégorielle, c'est-à-dire en utilisant une forme de part de marché qui consisterait à vouloir parler prioritairement à telle ou telle
strate de la société au détriment de l'autre, ce qui est malheureusement souvent fait aujourd'hui dans le discours politique ou dans l'action politique, mais au contraire, d'essayer de briser ces clivages, de les dépasser, de les amoindrir, et de ne surtout pas, du coup, jouer les territoires les uns contre les autres. Et malheureusement, ça n'est pas le chemin qui est pris, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que l'une des solutions au mot français, c'est d'avoir une stratégie sur les 20 à 30 ans à venir sur les villes moyennes. C'est-à-dire de ne plus tout tabler sur les métropoles, comme c'est souvent le cas aujourd'hui quand on regarde les parts d'investissement qui y sont consacrées, de sortir de l'imaginaire qui consisterait à penser que la métropole est un lieu d'innovation, ce qui est démenti la plupart du temps par les chiffres. C'est cette fameuse théorie des classes créatives, vous savez, qu'il faut attirer dans les métropoles. Je pense que l'égalité française, c'est-à-dire l'égalité des territoires, l'égalité de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'université, elle se fera d'abord par un nouveau maillage territorial et par le biais de ces villes moyennes qui aujourd'hui sont en train d'être aspirées par les métropoles, alors même qu'elles ont encore de l'actif. Elles ont des infrastructures, elles ont des talents, elles ont encore pour certaines des universités. Donc d'arrêter ce phénomène d'aspiration et au contraire de réinvestir et de retabler sur ces villes moyennes pour retrouver cette France des 100, des 200 villes moyennes qui a fait longtemps notre prospérité. Et vous vous sentez plutôt libertaire ou autoritaire vous-même? Je parle en tant que politique, pas dans votre vie de tous les jours, bien entendu. Oui, j'imagine bien. C'est une question très déplacée. Mais non, alors tout dépend ce que vous mettez. Alors parce que c'est toujours pareil, personne ne met la même chose derrière ces mots et derrière ces notions. Donc tout dépend ce que vous mettez derrière le terme de libertaire, parce que les libertariens aux États-Unis, c'est quelque chose de très particulier. Non, moi j'entends libertaire, c'est-à-dire que vous pensez que chacun doit pouvoir vivre le plus librement possible. Vous êtes du côté des libertés individuelles, notamment dans les mœurs, les comportements, etc. Plus autoritaire, c'est quelqu'un qui pense qu'à un moment, il faut que l'intérêt général, la collectivité ait son mot à dire. Ah bah moi je ne suis absolument pas pour influer sur la vie privée des gens et je souhaite à ce que chacun reste libre de ses mœurs et de sa vie, mais je pense qu'après la politique c'est aussi un équilibre en effet entre la défense des libertés individuelles et des libertés fondamentales qui sont aujourd'hui notre bien précieux, largement malmené par cette crise, il faut bien le dire. Et en même temps, la défense de l'intérêt général, ce qu'on peut aussi appeler le bien commun, c'est-à-dire de faire en sorte que la défense de ces libertés individuelles ne se transforme pas en droit tyrannique et que ces droits tyranniques ne s'appliquent pas au détriment précisément de la sécurité, de la cohésion et de l'harmonie nationale, ou en tout cas de nos communautés naturelles dont nous avons besoin pour vivre, pour nous développer, pour nous émanciper, pour être éduqués et pour grandir. Donc bon, je dirais que je suis ni libertaire ni autoritaire. Je pense que ces deux catégories sont un peu statiques pour qu'on puisse se mettre dedans. En tout cas, c'est sûr que je ne communie pas à l'individualisme qui aujourd'hui est un peu le ciment malheureusement de nos sociétés actuelles. D'une certaine manière, on aurait l'État et l'individu seul face à l'État, et il n'y aurait plus ces corps intermédiaires qui, je pense, sont des corps utiles pour le développement de l'individu. Et je pense évidemment à la famille, je pense aux communautés professionnelles, mais je pense aussi aux provinces. Et on recoupe d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure sur la subsidiarité. Je pense qu'il est important d'avoir des niveaux de décision adaptés selon le sujet politique dont on parle. Et l'identité, il nous reste qu'une minute, alors ça paraît un peu court, mais l'identité, on dit que c'est une valeur aujourd'hui. Je pense que c'en est une pour vous. Mais c'est pas une valeur, l'identité. L'identité, c'est quelque chose de charnel. C'est pas une valeur qu'on décrète, à laquelle on adhère ou on n'adhère pas. On la vit, l'identité. C'est ce qui nous qualifie, c'est ce qui nous définit. Si on renonce à son identité, on renonce à ce qu'on est d'une certaine manière. Donc pour moi, d'une certaine manière, c'est pas une option. Ça s'impose. Ça s'impose d'autant plus par les temps qui courent. On peut considérer que son identité ne vient pas de ses racines, de sa religion, du pays dans lequel on est né. On peut dire que son identité, on se la forge au fil du temps. Qu'elle serait un... Non, je crois pas. Je pense que dans l'identité, il y a une part d'héritage, il y a une part d'inné, il y a une part de reçu qui s'impose. Je sais que c'est insupportable aujourd'hui aux oreilles des individualistes que d'imaginer qu'il y ait une part de
de choses qui nous échappent, mais je pense que l'identité, elle se reçoit aussi. Alors, elle se dépasse après, par sa vie, par son expérience, par ses engagements, mais elle se reçoit aussi. On est tous le produit de notre histoire, de nos traditions, de notre culture. Et l'identité, c'est un peu aussi tout ce que vous avez dit. Ça n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que dans cet héritage et dans cette identité, on a reçu des choses, une fois de plus, qui ont été façonnées par ceux qui nous ont précédés, des belles choses, des choses justes, des sagesses, des actifs, des acquis, du capital, et que tout ça, soyons reconnaissants de l'avoir, faisons-le fructifier, plutôt que de jouer les mauvais enfants qui ne veulent avoir de compte à rendre à personne. Merci Marion Maréchal d'avoir passé toute cette émission avec nous. Et merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.